Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter la première aventure de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle. Le dernier problème. Très belle écoute à tous. C'est avec le cœur lourd que je prends la plume pour évoquer une dernière fois les talents exceptionnels qui faisaient de mon ami M. Sherlock Holmes une personnalité remarquable. À ma manière incohérente et tout à fait indigne, j'en ai pleinement conscience. J'ai essayé de raconter certaines des aventures étonnantes que j'ai vécues en sa compagnie, depuis notre rencontre fortuite à l'époque d'une étude en rouge, jusqu'au moment où il est intervenu dans l'affaire du traité naval. Une intervention qui, incontestablement, a eu pour effet d'éviter de sérieuses complications internationales. J'avais l'intention de m'en tenir là, sans rien dire de cet événement qui, dans mon existence, a créé un vide que les 2 années qui se sont écoulées depuis n'ont pas vraiment réussi à combler. Cependant, les lettres récentes où le colonel James Moriarty défend la mémoire de son frère me forcent la main. Je n'ai d'autre choix que d'exposer au public les faits, exactement comme ils se sont déroulés. Je suis le seul à connaître toute la vérité sur cette affaire, et j'ai la conviction que le moment est venu où ce taire reviendrait à desservir une bonne cause. À ma connaissance, on n'en a parlé que 3 fois dans la presse. Dans le journal de Genève du 6 mai 1891, dans la dépêche de Reuters, publiée dans les journaux anglais du 7 mai, et enfin dans les récentes lettres auxquelles j'ai fait allusion. Il s'agissait, les 2 premières fois, de textes extrêmement succincts. Quant au dernier texte, il s'agit, comme je vais le montrer maintenant, d'une manipulation totale des faits. Il m'appartient de raconter pour la première fois ce qui s'est réellement passé entre le professeur Moriarty et M. Sherlock Holmes. On se rappelle peut-être qu'après mon mariage et mon installation, ensuite dans un cabinet médical, les relations très amicales qui avaient existé entre Holmes et moi se sont transformées dans une certaine mesure. Il venait encore me voir de temps à autre, lorsqu'il avait besoin d'un compagnon pour ses enquêtes, mais ces occasions sont devenues de plus en plus rares, si bien que je m'aperçois que pour l'année 1890, seules 3 affaires ont fait l'objet de notes. Pendant l'hiver de cette année-là et le début du printemps de 1891, je vis dans les journaux que Holmes avait été chargé par le gouvernement français d'un dossier particulièrement important et je reçus de lui 2 petites notes, postées de Narbonne et de Nîmes, dont je déduisis que son séjour en France allait vraisemblablement durer longtemps. C'est donc avec un certain étonnement que je le vis entrer dans ma salle de consultation, le soir du 24 avril. Je remarquai qu'il paraissait encore plus pâle et plus maigre que d'habitude. « Oui, je me suis un peu trop dépensé, dit-il, en répondant plus à mon regard qu'à mes paroles. J'ai été plutôt sous pression ces derniers temps. Cela vous dérangerait-il que je ferme vos volets ? Il n'y avait d'autre lumière dans la pièce que ma lampe de bureau qui me servait pour lire. Holmes se glissa le long du mur et rapprocha vivement les volets pour les fermer solidement. « Vous avez peur de quelque chose ?» lui demandai-je. « Eh bien, oui. »« De quoi ?»« Des fusils à air comprimé. » « Que voulez-vous dire, mon cher Holmes ? Je crois que vous me connaissez suffisamment, Watson, pour savoir que je ne suis absolument pas peureux. D'un autre côté, refuser de reconnaître le danger lorsqu'il est proche de vous, c'est faire preuve de stupidité plutôt que de courage. Puis-je vous demander une allumette ? Il aspira la fumée de sa cigarette comme si son influence apaisante lui faisait du bien. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je viens vous voir si tard, dit-il, et aussi de bien vouloir, au mépris des conventions, m'autoriser à quitter bientôt votre maison en escaladant le mur arrière de votre jardin.
Mais que signifie tout cela ? Demandai-je. Il tendit sa main vers moi, et à la lumière de la lampe, je vis que 2 de ses articulations étaient brisées et saignaient. « Ce n'est pas du vent, cela, voyez-vous, dit-il en souriant. Au contraire, c'est assez consistant pour briser la main d'un homme. Mrs. Watson est-elle là ? Elle est partie, elle est en visite. Vraiment, vous êtes seule ? Tout à fait seule. Alors il m'est plus facile de vous proposer de partir avec moi sur le continent pour y passer une semaine. Où cela ? Oh, n'importe où, ça m'est égal. Il y avait quelque chose de très étrange dans tout cela. Il n'était pas dans la nature de Holmes de prendre des vacances sans but précis. Et quelque chose dans la pâleur et la crispation de son visage me disait que ses nerfs étaient soumis à une tension maximale. Il vit dans mes yeux une question, et réunissant les extrémités de ses doigts et posant ses coudes sur ses genoux, il m'expliqua la situation. « Vous n'avez probablement jamais entendu parler du professeur Moriarty, me dit-il. »« Jamais. »« Eh oui, voilà le côté génial et stupéfiant de l'affaire, s'écria-t-il. L'homme est partout dans Londres et personne n'a entendu parler de lui. C'est ce qui le place au sommet dans l'histoire du crime. Watson, je vous le dis très sérieusement, si je pouvais vaincre cet homme, si je pouvais en débarrasser la société, j'aurais l'impression d'avoir atteint le point d'orgue de ma carrière, et je serais prêt à me tourner vers une occupation plus tranquille. Entre nous, les affaires récentes où j'ai aidé la famille royale de Scandinavie et la République française m'ont mis dans une situation matérielle telle que je pourrais continuer à vivre paisiblement, de la manière que j'apprécie le plus, en accordant toute mon attention à mes recherches en chimie. Mais je ne pourrais demeurer en repos, Watson. Je ne pourrais rester tranquille dans mon fauteuil si je savais qu'un homme comme le professeur Moriarty se promène en toute impunité dans les rues de Londres. Qu'a-t-il donc fait ? Sa carrière est extraordinaire. C'est un homme de bonne famille qui a reçu une excellente formation intellectuelle et que la nature a gratifié de dons phénoménaux en mathématiques. À l'âge de 21 ans, il a écrit un traité sur le binôme de Newton, qui a connu un certain succès en Europe. Grâce à cela, il a obtenu une chaire de mathématiques dans l'une de nos universités de second rang. Et, selon toute apparence, il avait devant lui une carrière tout à fait brillante. Mais cet homme avait des tendances héréditaires d'une nature particulièrement diabolique. Il y avait dans son sang un penchant criminel qui, au lieu de se corriger, s'est développé pour devenir encore plus dangereux, du fait de ses capacités mentales exceptionnelles. De sinistres rumeurs se sont répandues sur son compte dans sa ville universitaire, si bien qu'il a été contraint de démissionner de sa chaire et de venir à Londres, où il s'est installé comme professeur particulier préparant aux écoles militaires. Voilà ce que l'on sait de lui en général, mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que j'ai découvert par mes propres moyens. Comme vous le savez, Watson, personne ne connaît mieux que moi l'élite du monde du crime à Londres. Depuis des années, j'ai toujours eu conscience d'une puissance cachée derrière le malfaiteur, d'une puissance dotée d'une organisation profonde qui toujours fait obstacle à la justice et interpose son bouclier pour protéger le coupable. À plusieurs reprises, dans des affaires de nature très diverses, qu'il s'agisse de faux, de vol, de meurtre, j'ai senti la présence de cette force et j'en ai compris le rôle dans bien des crimes non élucidés pour lesquels je n'ai pas été personnellement consulté. Pendant des années, j'ai essayé de percer le voile qui l'entourait. Et enfin, le jour est arrivé où j'ai saisi mon fil et l'ai suivi. Il m'a conduit après 1000 détours pleins de ruses jusqu'à l'ancien professeur Moriarty, le célèbre mathématicien. C'est le Napoléon du crime, Watson. C'est lui qui organise la moitié des mauvais coups et presque la totalité de ce qui échappe à la police dans cette grande ville. C'est un génie, un philosophe, un penseur abstrait. Il possède un cerveau de premier ordre.
Il se tient immobile, comme une araignée au cœur de sa toile. Mais cette toile est constituée d'un millier de fils dont il reconnaît chaque vibration. Il agit peu par lui-même. Il se contente de concevoir des plans. Mais ses agents sont nombreux et remarquablement organisés. Y a-t-il une mauvaise action à commettre, disons un document à dérober, une maison à dévaliser, un homme à faire disparaître? On fait passer l'information au professeur. L'affaire est organisée puis exécutée. Il se peut que l'agent se fasse prendre. Dans ce cas-là, on trouve de l'argent pour sa caution et pour sa défense. Mais le pouvoir central qui utilise cet agent n'est jamais pris, jamais soupçonné même. Voilà l'organisation dont j'ai déduit l'existence, Watson, et j'ai consacré toute mon énergie à la démasquer et à la détruire. Mais le professeur était entouré de protections si habilement conçues que, malgré tous mes efforts, il me paraissait impossible d'obtenir des preuves convaincantes pour une cour de justice. Vous connaissez mes facultés, mon cher Watson, et pourtant, au bout de 3 mois, il m'a bien fallu reconnaître que j'avais enfin rencontré un adversaire qui, intellectuellement, était mon égal. L'horreur que m'inspiraient ses crimes se perdait dans l'admiration que j'avais pour son habileté. Cependant, il a fait finalement un faux pas, rien qu'un petit, un tout petit faux pas. Mais il ne pouvait guère se le permettre, alors que j'étais si près de le tenir. J'avais là ma chance, et à partir de là, j'ai tissé mon filet autour de lui, au point que maintenant, il est tout à fait prêt à se refermer. Dans 3 jours, c'est-à-dire lundi prochain, la situation sera mûre, et le professeur sera entre les mains de la police, ainsi que tous les principaux membres de sa bande. Alors s'ouvrira le plus grand procès criminel du siècle, qui élucidera plus de 40 énigmes et ils auront tous droit à la corde. Mais vous le comprenez bien, si nous bougeons un tant soit peu prématurément, ils peuvent nous filer entre les doigts, même à la dernière minute. Eh bien, si j'avais pu réaliser tout cela sans que le professeur Moriarty soit au courant, cela aurait été parfait, mais il était bien trop malin. Il a vu toutes les initiatives que j'ai prises pour le prendre au piège. À plusieurs reprises, il a tenté de se dégager, mais moi, chaque fois, je lui ai barré la retraite. Je vous le dis, mon ami, si l'on pouvait écrire un compte-rendu détaillé de ce combat silencieux, il se placerait au rang du plus brillant récit de bottes et de parades de toute l'histoire des enquêtes policières. Jamais je ne me suis élevé à un tel niveau. Et jamais je n'ai été aussi acculé par un adversaire. Il m'a porté des coups sévères, mais je lui en ai porté de plus sévères encore. Ce matin, j'avais mis au point les derniers détails. 3 jours m'étaient nécessaires pour terminer l'affaire, pas davantage. J'étais assis dans mon bureau pour bien y réfléchir, lorsque la porte s'est ouverte sur le professeur Moriarty, qui se dressait devant moi. J'ai les nerfs assez solides, Watson. Mais je dois avouer que j'ai sursauté quand j'ai vu l'homme, qui précisément occupait tellement mes pensées, se tenir là sur le seuil de mon domicile. Son physique m'était très familier. Il est extrêmement grand et mince. Son front bien dégagé dessine une courbe blanche, et il a les yeux très enfoncés. Il est rasé de près, pâle avec un air ascétique. Ses traits gardent quelque chose qui rappelle le professeur. Ses épaules sont voûtées par l'étude. Son visage est penché en avant et oscille sans cesse d'un côté à l'autre, à la façon d'un reptile. En plissant les yeux, il m'a regardé avec une grande curiosité. « Votre développement frontal est moins important que je ne l'aurais cru, » dit-il enfin. « C'est une dangereuse habitude que de tripoter des armes à feu chargées dans la poche de sa robe de chambre. » De fait, dès son entrée, j'avais tout de suite compris le danger extrême que je courais. La seule parade concevable pour lui, c'était de me réduire au silence. En un instant, j'avais sorti le revolver du tiroir pour le glisser dans ma poche, et à travers le tissu, je le tenais en joue. En entendant cette remarque, j'ai sorti l'arme et l'ai posée, chargée sur le bureau.
Il a continué de sourire et de cligner des yeux, mais dans son regard, il y avait quelque chose qui me donnait une grande satisfaction de l'avoir là, à ma disposition. « Il est évident que vous ne me connaissez pas, dit-il. « Au contraire, répondis-je, je crois qu'il est assez évident que si. Je vous en prie, asseyez-vous. Je peux vous accorder 5 minutes si vous avez quelque chose à me dire. » « Tout ce que j'ai à vous dire vous a déjà traversé l'esprit, dit-il. « Alors il se peut que ma réponse ait aussi traversé le vôtre, répondis-je. « Vous restez ferme. »« Tout à fait. » Il fourra la main dans sa poche et je pris le revolver sur le bureau. Mais il en sortit seulement un petit agenda où il avait griffonné quelques dates. « Vous vous êtes mis en travers de mon chemin le 4 janvier, dit-il. Le 23, vous m'avez dérangé. À la mi-février, vous m'avez sérieusement gêné. Fin mars, vous avez littéralement entravé mes plans. Et maintenant, cette fin avril, à cause de votre persécution continuelle, je me retrouve dans une situation où je risque réellement de perdre ma liberté. Cela devient intenable. « Avez-vous une proposition à me faire ?» demandai-je. « Il faut arrêter ça, monsieur Holmes, » dit-il en balançant son visage de ci, de là. « Il le faut absolument. Vous savez, après lundi, dis-je. Ta. Je suis bien sûr qu'un homme de votre intelligence comprend qu'il ne peut y avoir qu'une seule issue de cette affaire. Votre retrait est nécessaire. Vous avez opéré de telle façon qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution. J'ai éprouvé un grand plaisir intellectuel à voir la façon dont vous vous êtes attaqué à cette affaire, et je vous le dis franchement, cela me ferait de la peine d'être obligé de prendre une mesure extrême. Vous souriez, monsieur, mais je vous assure que c'est vrai. Le danger fait partie de mon métier, dis-je. Il ne s'agit pas d'un danger, dit-il, mais d'une destruction inévitable. Vous faites obstacle non seulement à un individu, mais à une puissante organisation dont vous n'avez pas compris toute l'étendue, en dépit de votre intelligence brillante. Écartez-vous, monsieur Holmes, sinon vous allez être piétiné. J'ai bien peur, dis-je en me levant, que le plaisir de cette conversation me fasse oublier une affaire d'importance qui m'attend ailleurs. Il se leva aussi et me regarda en silence, en hochant la tête tristement. Bon, dit-il enfin. C'est dommage apparemment, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais tous les mouvements de votre jeu. Vous ne pouvez rien faire avant lundi. Il s'agit d'un duel entre vous et moi, monsieur Holmes. Vous espérez me placer dans le box des accusés. Je vous le dis, je n'y serai jamais. Vous espérez me vaincre. Je vous le dis, vous n'y parviendrez jamais. Si vous êtes assez intelligent pour causer ma destruction, vous pouvez être sûr que moi, je vous réserve le même sort. Vous m'avez fait plusieurs compliments, monsieur Moriarty, dis-je. Laissez-moi vous en adresser un pour vous payer de retour. Si j'étais sûr de la première éventualité, j'accepterais volontiers la seconde, dans l'intérêt du public. Je peux vous en promettre une, mais pas l'autre, grogna-t-il. Et là-dessus, il me tourna son dos voûté et quitta la pièce, avec ses yeux scrutateurs à demi fermés. Voilà ce que fut ma rencontre surprenante avec le professeur Moriarty. J'avoue qu'elle a produit sur mon esprit un effet déplaisant. Sa façon de parler, douce et précise, laisse une impression de sincérité qu'un simple butor n'aurait pas pu donner. Bien sûr, vous allez me dire, pourquoi ne pas faire appel à la police pour se protéger de lui ? Parce que j'ai la ferme conviction que le coup viendra de ses agents. J'en ai la meilleure des preuves. Vous avez déjà été attaqué ? Mon cher Watson, le professeur Moriarty n'est pas homme à laisser l'herbe pousser sous ses pieds. Je suis sorti à la mi-journée pour m'occuper d'une affaire dans Oxford Street. Lorsque j'ai traversé le passage piéton entre Bentank Street et Welbeck Street, un fourgon tiré par 2 chevaux et mené à une allure folle a surgi comme l'éclair au détour de la rue pour foncer sur moi. J'ai sauté sur le trottoir et j'ai échappé à la mort d'une fraction de seconde. Le fourgon a tourné pour s'engouffrer dans Marylebone Lane et a disparu en un instant.
Après cela, Watson, je suis resté sur le trottoir, mais tandis que je marchais dans Very Street, une brique est tombée du toit et l'une des maisons pour s'écraser à mes pieds. J'ai appelé la police afin de faire examiner les lieux. Il y avait sur le toit des ardoises et des briques empilées en vue de travaux de réparation, et ils ont voulu me faire croire que le vent en avait fait tomber une. Bien sûr, je savais qu'il n'en était rien, mais je ne pouvais pas le prouver. Après cela, j'ai pris un fiacre pour aller chez mon frère à Pall Mall, où j'ai passé la journée. Maintenant, je suis chez vous, mais en chemin, j'ai été attaqué par un voyou armé d'une matraque. D'un coup de poing, je l'ai flanqué par terre et la police l'a mis sous les verrous. Mais je peux vous le déclarer en toute confiance. On ne verra jamais le lien possible entre ce monsieur dont les dents de devant m'ont éraflé les poings et le discret professeur de mathématiques qui, j'imagine, est occupé à résoudre des problèmes sur un tableau noir à une quinzaine de kilomètres d'ici. Vous ne serez donc pas surpris, Watson, si mon premier geste en entrant chez vous a été de fermer les volets, et si j'ai dû vous demander l'autorisation de quitter la maison par une sortie moins voyante que la porte d'entrée. J'avais souvent admiré le courage de mon ami, mais jamais autant qu'en ce moment où il était assis à énumérer tranquillement une série d'incidents qui avaient dû se combiner pour constituer une journée horrible. « Vous allez passer la nuit ici ?» demandai-je. « Non, mon ami. Vous pourriez vous apercevoir que je suis un invité dangereux. J'ai établi mes plans et tout se passera bien. L'engrenage est d'ores et déjà si bien enclenché que tout peut se dérouler sans moi, pour ce qui est de l'arrestation, mais ma présence sera nécessaire pour sa condamnation. Il est donc évident que je n'ai rien de mieux à faire que m'éloigner les quelques jours qu'il faudra à la police pour agir. Vous me feriez donc un grand plaisir en m'accompagnant sur le continent. Mon cabinet est bien tranquille, dis-je, et j'ai un voisin complaisant. Je serais heureux d'y aller. Et de partir demain matin, si nécessaire. Ah oui, c'est tout à fait nécessaire. Alors, mon cher Watson, voici vos instructions, et je vous prie de les suivre à la lettre, car désormais vous êtes engagé avec moi dans un double contre le coquin le plus habile et l'organisation criminelle la plus puissante d'Europe. À présent, écoutez bien. Vous ferez porter ce soir à Victoria par un commissionnaire de confiance les bagages que vous souhaitez prendre, sans indiquer la moindre adresse. Demain matin, vous ferez venir un fiacre, en prenant bien soin de demander à votre domestique de ne choisir ni le premier ni le deuxième qui se présenteront. Vous sauterez dans ce fiacre et vous vous ferez conduire jusqu'à l'extrémité du bazar de Lowther Arcade qui donne sur le Strand. Vous remettrez l'adresse au cocher sur un bout de papier en lui demandant de ne pas le jeter. Préparez votre monnaie pour la course et à l'instant où le fiacre s'arrêtera, traversez l'arcade en vitesse, en calculant bien votre temps pour arriver à l'autre extrémité à 9h15. Là, vous trouverez arrêté près du trottoir un petit coupé conduit par un cocher portant une lourde cape noire avec un galon rouge au col. Vous y monterez et vous arriverez à Victoria à temps pour prendre le Continental Express. Où vous retrouverai-je ? À la gare. Le deuxième compartiment de première classe à partir de la tête du train nous sera réservé. C'est donc là que nous avons rendez-vous. Oui. Ce fut en vain que je demandai à Holmes de rester passer la soirée chez moi. Il était évident qu'il redoutait d'attirer le malheur dans la maison où il se trouvait et qu'il se sentait contraint en conséquence de s'en éloigner pour cette raison. Après quelques mots rapides sur nos plans pour le lendemain, il se leva et sortit avec moi dans le jardin. Il escalada le mur donnant sur Mortimer Street et siffla aussitôt un fiacre dans lequel je l'entendis s'éloigner. Le lendemain matin, je suivis à la lettre les ordres de Holmes. On me procura un fiacre avec beaucoup de précautions, afin d'éviter que ce fût celui qu'on nous destinait. Et juste après le petit déjeuner, je me fis conduire à Lowther Arcade, que je traversai aussi vite que je le pus. Un coupé attendait, avec un cocher très massif enveloppé dans une cape noire. À l'instant même où je montais, il fouetta le cheval et partit avec fracas en direction de la gare Victoria.
Une fois à destination, lorsque je fus descendu, il fit faire demi-tour à son véhicule et repartit à toute allure sans même jeter un regard dans ma direction. Jusque-là, tout s'était passé admirablement. Mes bagages m'attendaient et je n'eus aucune difficulté à trouver le compartiment que Holmes m'avait indiqué, d'autant que c'était le seul de tout le train à porter l'étiquette réservée. Ma seule inquiétude désormais venait du fait que Holmes ne se présentait pas. L'horloge de la gare indiquait qu'il ne restait plus que 7 minutes avant l'heure du départ du train. Je cherchais vainement dans les groupes formés par les voyageurs et ceux qui étaient venus leur dire au revoir la silhouette élancée de mon ami. Aucun signe de lui. Je passais quelques minutes à aider un vénérable prêtre italien qui essayait dans son mauvais anglais de faire comprendre à un porteur que ses bagages devaient être enregistrés jusqu'à Paris. Puis après un dernier regard alentour, je retournai à mon compartiment où je découvris que malgré l'étiquette, le porteur m'avait attribué comme compagnon de voyage mon ami, le vieil Italien. Il était inutile de tenter de lui expliquer que sa présence constituait une intrusion, car mon italien était encore plus limité que son anglais. Alors je haussai les épaules avec résignation et continuai de guetter mon ami avec impatience. Un frisson de crainte me saisit lorsque je m'avisai que son absence pouvait signifier qu'un coup lui avait été porté pendant la nuit. Déjà les portières avaient été fermées et le coup de sifflet avait été donné lorsque... « Mon cher Watson, dit une voix, vous n'avez même pas daigné me dire bonjour. » Je me retournai en proie à un étonnement sans borne. Le vieil ecclésiastique avait tourné son visage vers moi. Immédiatement, les rides s'effacèrent, le nez s'éloigna du menton, la lèvre inférieure cessa de dépasser la bouche de marmonner. Les yeux ternes retrouvèrent leur ardeur et la silhouette affalée se redressa. L'instant suivant, le corps s'effondra de nouveau et Holmes disparut aussi vite qu'il était apparu. « Grand Dieu !» m'écriai-je. « Comme vous m'avez effrayé !»« Toutes les précautions sont encore nécessaires, » me dit-il à mi-voix. « J'ai des raisons de penser qu'ils nous suivent de très près. Tenez, voici Moriarty en personne. » Tandis que Holmes me parlait, le train avait déjà commencé à s'ébranler. En jetant un coup d'œil en arrière, je vis un homme de grande taille qui se frayait furieusement un chemin dans la foule et agitait la main, comme s'il désirait faire arrêter le train. Toutefois, c'était trop tard, car nous prenions rapidement de la vitesse, et l'instant d'après, nous avions quitté la gare. Avec toutes nos précautions, vous voyez que nous avons bien réussi à prendre la fuite, dit Holmes en riant. Il se leva, retira la soutane et le chapeau noir qui avait constitué son déguisement pour les ranger dans un sac de voyage. « Avez-vous vu le journal du matin, Watson ?»« Non. »« Alors, vous n'êtes pas au courant pour Baker Street. »« Baker Street ?» Ils ont mis le feu à notre appartement cette nuit. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Grand Dieu, Holmes, c'est intolérable. Ils ont dû perdre complètement ma trace après l'arrestation de leur matraqueur. Sinon, ils n'auraient pas supposé que j'étais retourné à mon appartement. Mais ils ont manifestement pris la précaution de vous surveiller, et c'est ce qui a conduit Moriarty jusqu'à Victoria. Vous n'avez sûrement pas commis d'impair en venant à la gare. J'ai fait exactement ce que vous m'aviez conseillé. Vous avez trouvé votre coupé ? Oui, il m'attendait. Avez-vous reconnu votre cocher ? Non. C'était mon frère Mycroft. Dans un cas pareil, c'est un avantage de pouvoir circuler sans avoir à mettre un mercenaire dans la confidence. Mais nous devons maintenant prévoir ce que nous allons faire avec Moriarty. Comme ce train est un express et comme le bateau assure la correspondance avec lui, il me semble que nous l'avons bel et bien semé. Mon cher Watson, vous n'avez manifestement pas bien compris ce que je voulais dire. Lorsque je vous ai déclaré que l'on pouvait considérer que cet homme était vraiment au même niveau que moi pour l'intelligence. Vous n'allez pas imaginer que si j'étais à vos trousses, je me laisserais dérouter par un obstacle aussi mince. Alors,
Pourquoi avoir une si piètre opinion de lui? Que va-t-il faire? Ah, ce que je ferais moi-même. Alors que feriez-vous? Je louerais un train spécial. Mais ce doit être trop tard. Absolument pas. Notre train s'arrête à Canterbury et il y a toujours au moins un quart d'heure de battement au bateau. C'est là qu'il nous rattrapera. On pourrait croire que nous sommes les criminels. Faisons-le arrêter à son arrivée. Ce qui anéantirait un travail de 3 mois. Ce serait capturer le gros poisson, mais les petits sauteraient hors du filet, de ci, de là. Lundi prochain, nous devrions les avoir tous. Non, une arrestation n'est pas envisageable. Que faire alors? Nous allons descendre à Canterbury. Et ensuite, nous allons devoir faire une promenade dans la campagne jusqu'à New Haven, puis traverser vers Dieppe. Une fois encore, Moriarty va faire ce que j'aurais fait. Il va se rendre à Paris, repérer nos bagages et attendre 2 jours à la consigne. Pendant ce temps-là, nous allons nous offrir 2 sacs de voyage pour encourir l'industrie des pays que nous traversons. Et ensuite nous rendre paisiblement en Suisse, en passant par le Luxembourg et Bâle. J'ai une trop longue expérience des voyages pour me laisser sérieusement contrarier par la perte de mes bagages. Mais j'avoue que j'étais fâchée à l'idée d'être obligée de m'esquiver et de me cacher devant un homme dont le passé était terni par autant d'indicibles infamies. Mais il était évident que Holmes percevait la situation plus clairement que moi. Nous descendîmes donc à Canterbury, mais seulement pour apprendre qu'il nous faudrait attendre 1 heure avant d'avoir un train pour New Haven. Je regardais encore avec une certaine tristesse le fourgon à bagages qui disparaissait rapidement en emportant ma garde-robe, lorsque Holmes me tira par la manche et me montra la voie ferrée. « Déjà, vous voyez, me dit-il. Dans le lointain, parmi les bois du Kent, s'élevait un petit nuage de fumée. 1 minute plus tard, on pouvait voir une locomotive suivie d'une voiture s'avancer à toute vapeur sur la grande courbe qui précède la gare. Nous avions tout juste eu le temps de nous glisser derrière une pile de bagages, lorsque le train passa au milieu de bruits métalliques et de hurlements, projetant une bouffée d'air très chaud sur notre visage. « C'est lui !» dit Holmes en voyant la voiture ébranlée et chahutée par les aiguillages. « Vous voyez, l'intelligence de notre ami a ses limites. » Cela aurait été un coup de maître s'il avait déduit ce que j'allais déduire et s'il avait agi en conséquence. Et qu'aurait-il fait s'il nous avait rattrapés? Il n'y a pas le moindre doute là-dessus, il m'aurait attaqué pour me tuer. Mais c'est une partie à laquelle on peut être 2 à jouer. Maintenant, la question est de savoir si nous devons déjeuner de bonne heure ici ou courir le risque de mourir de faim avant d'arriver au buffet de New Haven. Ce soir-là, nous allâmes jusqu'à Bruxelles, où nous passâmes 2 jours, et le 3e jour, nous continuâmes jusqu'à Strasbourg. Le matin du lundi, Holmes avait télégraphié à la police de Londres, et le soir, nous avions trouvé en réponse un télégramme qui nous attendait à l'hôtel. Holmes l'ouvrit précipitamment, puis, avec un juron bien senti, le jeta au feu. « J'aurais dû m'en douter !» gémit-il. « Il s'est échappé. »« Moriarty ?» Ils ont mis la main sur toute la bande, mais pas sur lui. Il leur a filé entre les doigts. Bien entendu, moi parti, plus personne dans le pays n'était capable de lui faire face. Mais je croyais bien leur avoir donné tous les atouts en main. Je pense que vous feriez mieux de rentrer en Angleterre, Watson. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que je suis désormais un compagnon dangereux. La carrière de cet homme est finie. Il est perdu s'il retourne à Londres. Si j'interprète sa personnalité correctement, il va consacrer toute son énergie à se venger de moi. C'est ce qu'il m'a dit lors de notre brève rencontre. Et j'imagine qu'il le pensait réellement. Je dois absolument vous conseiller de retourner à vos patients. Cette recommandation ne pouvait guère avoir de succès auprès de quelqu'un qui était à la fois un soldat aguerri et un vieil ami. Pendant une demi-heure, nous restâmes assis à discuter la question dans la salle à manger de Strasbourg. Mais le soir même, nous avions repris notre voyage et nous étions déjà bien avancés en direction de Genève.
Pendant une semaine merveilleuse, nous remontâmes tranquillement la vallée du Rhône. Puis, en bifurquant à l'ouest, nous franchîmes le col de la Gemmi, encore tout enneigé. Et ainsi, en passant par Interlaken, nous parvînmes à Meiringen. C'était un voyage charmant, avec au-dessous de nous le vert délicat du printemps et au-dessus le blanc immaculé de l'hiver. Mais il était clair pour moi que pas un instant Holmes n'oubliait l'ombre qui planait sur son chemin. Dans les modestes villages des Alpes ou dans les cols solitaires, je pouvais toujours dire, en voyant la vivacité de son regard perçant et sa façon d'étudier de près chaque visage qui nous croisait, qu'il était convaincu que quelle que fût notre destination, nous ne pouvions échapper aux dangers qui marchaient sur nos talons. Une fois, je m'en souviens, tandis que nous franchissions le col de la Gemmi et que nous longions la rive du Mélancolique, d'Aubancy, un gros rocher qui s'était détaché de la crête sur notre droite dévala à grand bruit derrière nous et se précipita dans le lac avec un bruit de grondement. En un instant, Holmes avait grimpé jusqu'à la crête à toute vitesse et debout sur une pointe élevée, il tendait le cou dans toutes les directions. Ce fut en vain que notre guide lui assura qu'une chute de rocher était un accident banal en cet endroit au printemps. Il ne répondit rien, mais il m'adressa un sourire avec l'air d'un homme qui voit se réaliser ce qu'il avait prévu. Et pourtant, en dépit de sa vigilance incessante, il ne se laissait pas abattre. Au contraire, je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu aussi exubérant. À plusieurs reprises, il revint sur l'idée que s'il pouvait avoir la certitude que la société était débarrassée du professeur Moriarty, il mettrait volontiers fin à sa carrière personnelle. Je crois pouvoir me permettre d'affirmer, Watson, que ma vie n'a pas été tout à fait inutile, dit-il. Si ma carrière se terminait ce soir, je pourrais en faire le bilan la conscience tranquille. L'air de Londres est plus respirable grâce à moi. Dans plus d'1 millier d'affaires, je ne pense pas avoir utilisé mes talents pour la mauvaise cause. Récemment, j'ai été tenté d'examiner les problèmes que présente la nature, plutôt que ceux plus superficiels, dont notre société artificielle est responsable. Vos mémoires s'achèveront, Watson, le jour où je couronnerai ma carrière par la capture ou l'annihilation du criminel le plus dangereux et le plus habile d'Europe. Je vais être bref mais précis, pour le peu qui me reste à raconter. Ce n'est pas un sujet sur lequel je souhaiterais m'attarder, mais j'ai conscience que le devoir m'incombe de n'oublier aucun détail. Nous arrivâmes le 3 mai dans le petit village de Meiringen, où nous descendîmes à l'Englishofer Hof, qui était alors tenu par le vieux Peter Steller. Notre hôtelier était un homme intelligent, qui parlait parfaitement bien l'anglais, car il avait travaillé pendant 3 ans comme garçon de salle au Grosvenor Hotel de Londres. Sur ses conseils, nous partîmes ensemble, l'après-midi du 4, avec l'intention de franchir les montagnes et de passer la nuit dans le hameau de Rosenlouis. Mais il nous avait vivement recommandé de ne pas dépasser les chutes de Reichenbach, qui sont à peu près à mi-pente, sans faire un petit détour pour les admirer. De fait, l'endroit est effrayant. Le torrent, gonflé par la fonte des neiges, plonge dans un gouffre épouvantable, d'où l'écume remonte en volute, comme la fumée d'une maison en feu. Le trou dans lequel se jette la rivière est un immense précipice, bordé de rochers luisants, noirs comme le charbon, qui se rétrécit pour former une cavité d'une profondeur insondable, où l'eau recueillie mousse et bouillonne, puis déborde, ce qui précipite le courant par-dessus son bord déchiqueté. Cette grande cascade d'eau verte qui tombe dans un grondement incessant, et cet épais rideau d'écume flottante qui remonte dans un sifflement sans fin, vous donnent le vertige par leur tourbillon et leur vacarme constant. Nous restâmes près du bord, à regarder longuement l'éclat de l'eau qui se brisait en contrebas sur les rochers noirs, et à écouter le cri presque humain qui retentissait lourdement en remontant du gouffre avec l'écume.
Pour offrir un point de vue panoramique, on a ménagé le début d'un sentier autour de la cascade. Mais celui-ci s'arrête brusquement et le touriste doit rebrousser chemin. Nous nous apprêtions donc à faire demi-tour lorsque nous vîmes un jeune gamin suisse qui courait vers nous sur le sentier, tenant une lettre à la main. Celle-ci portait l'entête de l'hôtel que nous venions de quitter et elle m'était adressée par l'hôtelier. Apparemment, quelques minutes seulement après notre départ, était arrivée une dame anglaise qui en était au dernier stade de la tuberculose. Elle avait passé l'hiver à Davos et voyageait maintenant pour rejoindre ses amis à Lucerne, quand elle avait été victime d'une hémorragie soudaine. On pensait qu'elle n'avait plus que quelques heures à vivre, mais ce serait pour elle une grande consolation de voir un médecin anglais, et si je voulais bien revenir, etc. Le bon Steller m'assurait dans un post-scriptum qu'il considérerait ma complaisance comme une grande faveur personnelle, car cette dame refusait catégoriquement de voir un médecin suisse, et il ne pouvait s'empêcher de penser que cela mettait sérieusement en jeu sa propre responsabilité. C'était le genre d'appel auquel on ne pouvait rester sourd. Il m'était impossible de me soustraire à la requête d'une compatriote qui mourait dans un pays étranger. Pourtant, j'avais scrupule à abandonner Holmes. En définitive, nous décidâmes toutefois qu'il garderait le jeune messager suisse pour lui servir de guide et de compagnon, pendant que je retournerais à Meiringen. Mon ami me dit qu'il resterait quelque temps près des chutes d'eau avant de franchir tranquillement la montagne pour se rendre à Rosenlouis où je devais le rejoindre dans la soirée. En me retournant, je vis Holmes adossé contre un rocher, les bras croisés, contemplant les eaux qui se précipitaient dans le gouffre. C'était la dernière image que je devais avoir de lui en ce monde. En arrivant presque au bas de la descente, je me retournai pour regarder. De là, il était impossible de voir les chutes, mais je vis le sentier sinueux longeant les contreforts de la montagne pour y conduire. Et sur ce sentier, je m'en souviens, il y avait un homme qui s'avançait d'un pas très rapide. Je distinguais sa silhouette noire qui se détachait nettement sur le fond vert qui était derrière lui. Je le remarquai ainsi que l'énergie avec laquelle il marchait, mais il me quitta ensuite l'esprit, tandis que je me dépêchais d'avancer pour accomplir ma mission. Il me fallut peut-être un peu plus d'une heure pour regagner Meiringen. Le vieux Steller se tenait sous le porche de son hôtel. « Eh bien, dis-je, en me pressant d'arriver, j'espère qu'elle ne va plus mal. » Je vis une expression de surprise sur son visage, et lorsque ses sourcils commencèrent à s'agiter, je sentis dans ma poitrine mon cœur se changer en plomb. « Ce n'est pas vous qui avez écrit cela ?» demandai-je en tirant la lettre de ma poche. « Il n'y a pas d'Anglaise malade à l'hôtel ?»« Certainement pas !» s'écria-t-il. « Mais c'est bien l'entête de l'hôtel. Oh, cette lettre a dû être écrite par cet Anglais très grand, qui est arrivé juste après votre départ. Il m'a dit... » Mais je n'attendis nullement d'avoir les explications de l'hôtelier. Tout vibrant de crainte, j'étais déjà en train de courir dans la rue du village pour rejoindre le sentier que je venais de descendre. Il m'avait fallu 1 heure pour revenir. Malgré tous mes efforts, il m'en fallut encore 2 autres pour que je me retrouve devant les chutes de Reichenbach. L'alpenstock de Holmes était encore posé contre le rocher où je l'avais quitté, mais aucune trace de lui. Je criai pour l'appeler, mais sans résultat. Pour toute réponse, je reçus l'écho sourd de ma propre voix renvoyée par les parois rocheuses qui m'entouraient. La vue de cet alpenstock me glaça le sang. Il n'était donc pas allé à Rosenlouis. Il était resté sur ce sentier d'à peine 1 mètre de large, où il n'y avait rien d'autre qu'un mur de rochers d'un côté et un précipice de l'autre, jusqu'au moment où son ennemi l'avait rejoint. Le jeune Suisse avait disparu également. Il était probablement à la solde de Moriarty, et il avait laissé les 2 hommes ensemble. Ensuite, qu'était-il arrivé ? Qui pourrait nous dire ce qui était arrivé ensuite ? Je restai immobile 1 minute ou 2 pour me reprendre,
car j'étais étourdie par ce que la situation avait d'horrible. Puis je me mis à penser aux méthodes chères à Holmes, et j'essayais de les appliquer pour comprendre cette tragédie. Hélas, ce n'était que trop simple. Pendant notre conversation, nous n'étions pas allés jusqu'à l'extrémité du sentier, et l'alpenstock marquait l'endroit où nous nous étions arrêtés. Le sol noirâtre reste en permanence très meuble, car l'écume vient sans cesse s'y déposer, et un oiseau y laisserait des traces de pattes. On voyait clairement 2 lignes de pas qui se dirigeaient loin de moi, vers l'extrémité du sentier. Ni l'une ni l'autre ne revenait. À quelques mètres de l'extrémité, le sol tout retourné n'était plus qu'une plaque de boue. Les ronces et les fougères qui entouraient le gouffre étaient arrachées et piétinées. Je me suis mise à plat ventre pour regarder longuement à l'intérieur, tandis que l'écume jaillissait tout autour de moi. Le jour avait baissé depuis mon départ, et maintenant je ne voyais plus rien d'autre, ici ou là, que le miroitement de l'humidité sur les parois noires, et tout en bas, à l'extrémité du creux, le faible éclat de l'eau interrompu dans sa course. J'appelai, mais je ne perçus d'autre réponse que le sempiternel cri presque humain de la chute d'eau. Cependant, la destinée avait voulu, finalement, que je reçoive un dernier message de salut de la part de mon camarade et ami. J'ai dit que son alpenstock était posé contre un rocher faisant saillie sur le sentier. Quelque chose de brillant attira mon attention au sommet de ce bloc de pierre. Je levai la main et découvris que c'était l'étui à cigarette en argent qu'il avait habituellement sur lui. Au moment où je le pris, un petit carré de papier sur lequel il était posé volta jusqu'au sol. Je le dépliai pour découvrir qu'il s'agissait de 3 pages arrachées à son carnet qui m'était adressé. Il était bien dans la manière de cet homme-là de donner des instructions aussi précises, d'une écriture aussi ferme et lisible que s'il avait rédigé cela dans son bureau. Mon cher Watson, je vous adresse ces quelques lignes grâce à la courtoisie de M. Moriarty, qui attend que j'aie fini pour avoir une discussion finale au sujet des questions qui demeurent entre nous. Il m'a donné un aperçu des méthodes grâce auxquelles il a échappé à la police anglaise et s'est tenu informé de nos déplacements. Elle confirme assurément la très haute opinion que je m'étais faite de ses capacités. Je me réjouis à l'idée de pouvoir délivrer la société, à l'avenir, des conséquences de sa présence, même si, je le crains, cela aura un prix qui attristera mes amis. Et vous-même tout particulièrement, mon cher Watson. Mais je vous ai déjà expliqué que ma carrière avait de toute façon atteint son moment décisif et qu'aucune conclusion ne pouvait me plaire davantage que celle-ci. En réalité, si je peux me permettre de tout vous avouer, j'étais bien convaincue que cette lettre de Meiringen était un faux. Et je vous ai laissé partir pour accomplir cette mission, en étant sûr qu'un événement de cette sorte allait se produire. Dites à l'inspecteur Patterson que les documents dont il a besoin pour faire condamner la bande sont dans le casier M, à l'intérieur d'une enveloppe bleue sur laquelle est écrit Moriarty. Avant de quitter l'Angleterre, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour mes biens, que je lègue à mon frère Mycroft. S'il vous plaît, rappelez-moi au bon souvenir de Mrs. Watson, et croyez, mon cher ami, que je reste bien à vous. Sherlock Holmes. Quelques mots suffiront à raconter le peu qu'il reste à savoir. L'examen des experts laisse peu de doute. Une lutte entre les 2 hommes s'est terminée comme c'était inévitable dans une telle situation. Ils sont tombés tous les 2 dans le gouffre, serrés dans les bras l'un de l'autre. Il était absolument impensable d'essayer de retrouver leur corps. Et c'est là, au fond de cet effrayant chaudron d'eau tourbillonnante et d'écume bouillonnante, que repose à jamais le criminel le plus dangereux et le meilleur défenseur de la loi de leur génération. Le jeune Suisse n'a jamais été retrouvé. Il s'agissait sans aucun doute de l'un des nombreux agents en service de Moriarty. Quant aux membres de sa bande, le public se rappelle encore à quel point les preuves accumulées contre eux par Holmes
ont mis en cause leur organisation et de quel poids la main du mort a pesé sur eux. Sur leur terrible chef, peu de détails ont filtré pendant la procédure judiciaire. Si j'ai été ici contraint de faire toute la lumière sur sa carrière, c'est à cause de ses soutiens mal avisés, qui ont essayé de défendre sa mémoire en attaquant celui que je considérerai toujours comme le meilleur et le plus sage de tous les hommes que j'ai jamais connus. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.